Malgré les engagements officiels pris par Kinshasa en faveur de la neutralisation effective des FDLR, réaffirmés à plusieurs reprises et de nouveau consacrés par la signature le 4 décembre 2025 dans le cadre des accords de Washington par le président congolais Félix Tshisekedi, des allégations de collaboration entre des unités FRDC et FDLR continuent d'être rapportées sur le terrain. C'est l'un des principaux constats du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Le document dresse également un état des lieux détaillé des FDLR, un groupe génocidaire que les experts décrivent comme continuant d'alimenter l'insécurité dans l'est de la RDC, tout en représentant une menace pour la sécurité nationale du Rwanda, comme le soutient le pays. Quelles sont les principales révélations de ce rapport? Que disent les experts des Nations Unies sur l'organisation actuelle des FDLR? Que révèlent leurs conclusions sur les opérations annoncées par Kinshasa pour neutraliser ce groupe génocidaire? Et quelles pourraient être les répercussions de ces constats sur le gouvernement de Félix Tshisekedi et sur sa crédibilité? Tels sont les points que nous allons essayer d'analyser au cours de cette émission. Bonjour Tite. Bonjour Bertrand. Comment ça va aujourd'hui? Je suis très en forme, moi. Comment va la région des Grands Lacs? La région des Grands Lacs va toujours mal. L'Est du Congo reste le ventre mou de la région. Et le Burundi, ce n'est pas mieux. J'ai vu que le président Ndayishimiye, on se moque de lui après son discours de la date de l'indépendance. Le Rwanda s'est fait taper dessus pour des fautes commises par la RDC. C'est quand même assez paradoxal. La MONUSCO est devenue invisible. Et pendant ce temps, je crois qu'il y a quand même de bonnes nouvelles du côté de Minembwe, où l'État se dessert sur les Banyamulenge. Au moins ça, on peut dire, c'est un répit. Voilà à peu près. Du côté de l'Ouganda, je crois que le général est très actif sur les réseaux sociaux. Le général Muhoozi. Oui, et donc, et voilà, ça montre la vivacité qu'il y a sur les réseaux. Et voilà, à Kigali, ça va bien. Il fait un peu plus chaud que d'habitude, mais c'est la saison. Ok, Tite. Voilà. Tite, le groupe d'experts des Nations Unies a récemment sorti un rapport fracassant. Il évoque une coopération flagrante et continue entre des éléments FRDC et FDLR. Ouais. Ceci dit, Kinshasa argumente toujours le contraire. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Le groupe d'experts des Nations Unies, ce que je peux dire, défonce une porte ouverte. La collaboration entre les FRDC et les FDLR est suffisamment documentée. Ça ne date pas du dernier rapport du groupe des experts, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Le mérite qu'a ce rapport, c'est que ce rapport vient corroborer ce que le Rwanda dit depuis des années. C'est que ce rapport vient clouer le bec, si je peux me permettre l'expression, à la communication du gouvernement congolais. Le ministre Mouyaya ne cesse de dire que les FDLR sont un prétexte pour le Rwanda. Eh bien, maintenant, ce rapport, avec des détails, avec des noms des officiers supérieurs, avec des lieux où se tiennent les réunions, avec les convois d'armes, vient comme ça dire au ministre Mouyaya, merci pour votre communication, mais vous êtes à côté de la plaque. Donc voilà, c'est, je crois, le mérite qu'on peut donner à ce rapport. On va dire, qui soulage un peu le Rwanda. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce rapport, j'espère qu'on va continuer, et qui met comme ça, je crois, en porte-à-faux les autorités américaines. Donc, oui, c'est l'intérêt que je trouve
de ce rapport. Oui. Mais alors, Tite, un autre fait plus grave. Le rapport évoque également une livraison d'armes et des réunions régulières entre FARDC et FDLR. Mais la collaboration entre ces deux entités est-elle si importante que ça? Elle est très importante pour Tshisekedi et les FARDC. Les FARDC sont dans un état que le chef de l'État lui-même a qualifié de clochard. Donc, je n'irai pas plus loin que lui. Mais on sait depuis que ces forces s'appelaient les FAZ, les forces armées zaïroises sous Mobutu, qu'ils étaient corrompus, qu'ils grossissent les chiffres de l'aile militaire pour prendre les soldes, qu'ils vendent le matériel militaire. Au Zaïre, tu pouvais t'acheter la tenue des militaires. Parce que tu lui donnes de l'argent et il la lève et il te donne ça. Et ça n'a pas changé depuis. Et donc, les FDLR sont, je le dis régulièrement, l'épine dorsale des FARDC. Donc, ils sont vraiment très importants pour les FARDC. Les FDLR sont la branche militaire du projet politique porté par Tshisekedi Ndayishimiye, lequel Tshisekedi essaie de recruter des personnes de la mouvance génocidaire. On l'a vu aller au Niger chercher des anciens condamnés par le TPIR. On voit des allers-retours sur Kinshasa. C'est pour constituer l'aile politique adossée à la branche FDLR pour attaquer le Rwanda. Voilà. Tite, vous dites que ce rapport vient enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Oui. C'est une surprise pour personne. Non. Mais malgré ces dénonciations et ces rapports, pourquoi les FDLR et ces personnes impliquées ne font-ils pas objet de mesures, de sérieuses sanctions et de mesures? Ah, mais ça c'est ce que j'ai dit, le mérite de ce rapport. Les États-Unis sont le parrain de l'accord de Washington. Et on a vu un peu d'excès de zèle et même de partialité dans les sanctions. 2 fois de suite, le Rwanda vient d'être sanctionné. Et maintenant, voilà que ce rapport vient nous dire le point principal. Le premier point de l'accord de Washington, qui est la neutralisation des FDLR. Non seulement il n'est pas mis en œuvre par Kinshasa. Kinshasa continue sa collaboration franche, directe et permanente avec les FDLR. Comment voulez-vous que Washington, qui sait très bien qu'il y a un officier supérieur des FDLR Toujours en fonction. qui siège à l'état-major à Kinshasa. Il faut imaginer ça. On a des officiers de liaison dont le chef se trouve à Kinshasa, s'assoit tous les matins pour coordonner les opérations avec d'autres généraux des FARDC. Washington doit le savoir. À Bruxelles, on le sait. À Paris, on le sait. Maintenant, ça n'est pas dit par un officiel rwandais. Non. C'est écrit noir sur blanc par le groupe d'experts des Nations Unies. On voit bien l'embarras à la fois de Kinshasa, mais aussi du parrain des accords Washington
Et tous ces intervenants, l'Union africaine, l'Union européenne, tous ceux qui disent, la main sur le cœur, qu'ils veulent la paix dans la région, qu'ils soutiennent les processus, je ne sais, Doha, nous sommes solidaires avec vous. Les décisions prises à Doha, nous allons les accompagner. Aujourd'hui, le groupe d'experts des Nations Unies leur dit, sortez de l'hypocrisie. Voici la réalité sur place. Les FARDC sont la première source d'insécurité en République démocratique du Congo. C'est les Nations Unies qui le disent. Les FARDC sont ce qu'ils appellent une entité étatique qui viole les droits de l'homme, qui viole le droit international humanitaire. Qu'est-ce qu'on peut redire à cela? Si ce n'est pas de demander à ces donneurs de leçons, auriez-vous par hasard lu le même rapport que moi j'ai sous les yeux? Alors, la leçon qu'on veut faire à Kigali, on ne l'applique qu'à Kigali, c'est ça? Et même quand vous l'appliquez, c'est discutable. Quand c'est les FDLR, vous continuez à faire la sourde oreille. Quand c'est les FARDC, vous persistez à dire ce n'est pas grave. Et quand c'est... Parce que les généraux rendent compte au chef de l'État. Quand c'est Tshisekedi, comment vont-ils se comporter avec ce rapport? C'est ça la grande question. Mais alors, Tite, le Rwanda dénonce depuis plusieurs temps cette collaboration entre Kinshasa et FDLR. Nous avons observé aussi l'administration américaine au cours de la semaine dernière pointer le fait que Kinshasa ne respecte pas ses engagements, je veux dire, cette neutralisation des FDLR. Mais le Rwanda note actuellement une partialité de l'administration américaine. Mais que devrait aujourd'hui, et bam, vient ce rapport. Mais que devraient aujourd'hui faire les États-Unis par rapport... prenons juste ce rapport. Que devraient faire les États-Unis aujourd'hui? Quand on dit, en droit, on dit, il y a une présomption d'innocence. La mauvaise foi se prouve, parce que la mauvaise foi, c'est une accusation. Quand on dit que Tshisekedi est de mauvaise foi, il y a des éléments probants de cette mauvaise foi. Si le Rwanda et la République démocratique du Congo sont allés à Washington, c'est parce que Tshisekedi avait saboté le Rwanda. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. La dernière réunion des ministres des Affaires étrangères qui devait aboutir à la signature des chefs d'État, le 14 décembre. Les présidents arrivent le lendemain 15 décembre. La négociation traîne, on va dire, c'est assez normal que ça tiraille. Mais ils arrivent presque au bout, il est tard dans la nuit. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, demande à se déplacer parce qu'elle veut parler à son président. Elle revient, elle dit, j'ai instruction du chef de l'État de ne pas signer. Vous avez le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola à Luanda. Le président me dit de ne pas signer. Okay? On constate l'échec. Le point d'achoppement, c'était la neutralisation des FDLR, qui était basée sur le rapport des experts en renseignement du Congo, du Rwanda et de l'Angola. C'est ça qu'ils avaient appelé le CONOPS.
Mais la mauvaise foi de Tshisekedi, elle est où? Il dit à sa ministre, ne signez pas. Mais le lendemain, Tshisekedi se pointe à Luanda. Et qu'est-ce que Tshisekedi dit? Voilà la mauvaise foi. Eh bien, je suis étonné que le président Kagame ne puisse pas venir parce qu'on avait rendez-vous pour venir signer l'accord. Qu'il a dit la veille, la nuit, à sa ministre de ne pas signer. Ok. Mais Tshisekedi fait l'amnésie. Les autres ne sont pas amnésiques. Ils vont à la conférence Union européenne, pays africains, à Bruxelles. Qu'est-ce que Tshisekedi dit devant les chefs d'État, les chefs de gouvernement, en présence du président Kagame? Je n'ai jamais, mais jamais tenu des propos belliqueux vis-à-vis du Rwanda. Jamais de ma vie. Donc la moindre escarmouche, on oublie. Kagame à Kokota Zamba, non, ce n'était pas moi. Voilà. Et du haut de cette tribune, il se permet de dire, voilà, moi je tends la main au président Kagame. C'est à lui. Tu vois l'inversion dont on parle de temps en temps. C'est à lui maintenant de prouver qu'il veut vraiment s'engager sur le chemin de la paix. Donc, heureusement, le président Kagame n'avait pas répondu. On peut continuer. Aller à Doha. La délégation de Kinshasa n'a pas vraiment de mission clairement définie. Donc, chaque fois qu'on négocie et qu'il faut prendre une décision, ah non, on n'est pas mandaté pour prendre cette décision. On fait une suspension de séance, on appelle d'abord Kinshasa, on discute. Voilà. Pendant plusieurs rounds. Regardez, chaque fois qu'ils sont parvenus à s'accorder sur un point, le cessez-le-feu. Pas une seule fois, Kinshasa n'a respecté le cessez-le-feu. C'est ça les éléments de la mauvaise foi. Alors prenez Montreux qui est un échec patent, non pas des partis au conflit, AFCM 23 contre le gouvernement, mais de la médiation. Vous avez quand même dans la salle les tontons venus de Washington. Vous avez le Qatar qui fait office de médiation. Vous avez le Togo qui siège au titre de l'Union africaine. On convient que cette fois-ci, c'est la bonne. Pendant que nous signons, ordre est donné, les canons se taisent. L'AFCM 23 donne ordre aux militaires, vous arrêtez. Kinshasa donne ordre aux militaires, continuez les bombardements. Les drones partent de Kisangani pour pilonner Minembwe. Les drones viennent pour pilonner Masisi et Rutshuru. C'était après Montreux. On promet, on va libérer les prisonniers du faciès. Ces Tutsis congolais qui ont été appréhendés simplement parce qu'ils sont Tutsis. Et dans 10 jours, promis, juré, on les libère. Ça fait combien de temps, Bertrand? Est-ce que par après, on n'a pas annoncé la libération, je pense, d'une trentaine de personnes? Ils ont ouvert comme ça un écran de fumée. Quelqu'un dit avoir entendu comme quoi il y a des prisonniers qui allaient être libérés. Et donc, comme maintenant nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, la toile s'enflamme. Alors, les spéculations, c'était qui serait sur cette liste? Qui est ce bienheureux qui, enfin, est libéré? Mais je pense que le nombre était très loin de ceux convenus. Oui, mais même là, qu'ils disent 30, qu'ils disent 20, qu'ils disent 80, la liste amenée à Doha par la délégation de l'AFC M23 était autour de 700. De 700 à 30, vous voyez le gap.
Mais même ces 30-là, on ne les a pas libérés. C'est ça le drame. Éventuellement, il est possible, probable. Et après, plus rien. Pas un seul n'a été libéré. On a signé qu'on allait, cette fois-ci, rouvrir les banques. Eh bien, je crois que la population à l'Est continue d'attendre, mais ils ont lu cet accord. Et donc, si ça, ce n'est pas la preuve de la mauvaise foi, et que, je rebondis maintenant sur l'autre partie de la question, les autorités américaines, en qualité de parrain, qui assistent aussi à cette mauvaise foi, prennent des sanctions contre le Rwanda. C'est le monde à l'envers. Maintenant, les déclarations commencent. On a entendu le secrétaire d'État Rubio au Congrès. Le Congo ne montre pas de progrès dans la mise en œuvre de l'accord de Washington. Ah bon? Merci. On a entendu le conseiller en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient, Boulos, à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, cette fois-ci, a mis en cause le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, vous avez ce rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui ne reprend pas ce qui a été dit, mais qui documente maintenant les bombardements. Ça veut dire violation du cessez-le-feu. La collaboration détaillée des lieux, des livraisons d'armes. Et quand ce monde, je crois qu'il n'y a pas un parent. Je fais une petite digression. Je n'ai pas vu de parents qui encouragent leurs enfants à faire de la politique. Ça vient, après ils prennent acte, ils se disent, bon, si c'est ce que tu aimes, vas-y. Les parents veulent que les enfants soient des avocats, des médecins, des ingénieurs. Ils se méfient beaucoup de la politique. La parenthèse est fermée. Voyez maintenant la réalité crue qui était connue. C'est pour ça que j'ai dit qui défonce une porte ouverte. Il y a de quoi maintenant interpeller ces grands médias, TV5, France 24, RFI, qui ouvrent le plateau au ministre Mouyaya et qui le laissent comme ça développer une rhétorique accusatrice contre le Rwanda. C'est tout ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, s'il va sur ce plateau-là, est-ce que ces journalistes auront le courage de lui dire « Nous avons eu accès au rapport ». Vous dites régulièrement ici que les FDLR sont le prétexte du Rwanda. Est-ce qu'avec ça, vous continuez à dire que c'est un prétexte? Vous avez l'accord de Washington. Est-ce une façon de respecter l'accord de Washington que de continuer cette collaboration? Voilà. Je ne sais pas s'ils auront le courage de le faire, mais nous, on le fait à leur place. Ce rapport vient prendre le contre-pied de la communication officielle du gouvernement congolais. Qui sera crédible pour dire les FDLR, c'est des coupeurs de route? Les FDLR, oh, ils sont trop vieux. Hein? N'est-ce pas? C'est ce que Mouyaya nous avait dit. Est-ce qu'il a vu cette photo? Voilà. Et il y en a qui sont plus jeunes que celui-ci. Est-ce que Mouyaya et tous les autres
vont oser dire qu'attendez, il y a quand même un communiqué du chef d'état-major qui avait interdit toute collaboration avec les FDLR. Tu sais ce qu'ils vont dire? Avant, on nous a sorti ça, que c'était des initiatives individuelles. Hein? Et même là, on n'a pas cherché ces fameux individus. C'est qui l'officier qui s'est permis d'outrepasser les instructions du chef d'état-major pour aller collaborer avec les FDLR? Non. Non, non, chef. Aujourd'hui, il y a des réunions qui sont coordonnées depuis Kinshasa. Il y a des livraisons d'armes qui sont convoyées vers les lieux où se trouvent les FDLR. Il y a des réunions pour préparer les opérations. Et vous allez me dire que c'est une initiative d'un militaire, on va chercher lequel? Non, non, il y a 4 généraux qui viennent de Kinshasa et qui viennent discuter avec les FDLR. Vous avez à l'état-major un officier FDLR. Ça, c'est vraiment une initiative individuelle qui ne peut pas comprendre que c'est pensé, que c'est ordonné, que c'est coordonné et que ça a des objectifs à caractère politique. Et donc, c'est très sérieux et il va falloir tirer les conséquences. Voilà. Mais alors, Tite, quelles sont les principales raisons du gouvernement Tshisekedi de ne pas accepter cette collaboration tant avérée? Mais pourquoi la RDC fait des efforts à faire penser au monde que les FDLR, comme vous le disiez, sont des vieux? Les FDLR ne constituent pas une menace pour le Rwanda. Mais quels sont les objectifs cachés derrière cette rhétorique? Non, mais il n'y a plus d'objectifs cachés. Il y a juste cette rhétorique dont je viens de parler, qui est cet écran de fumée pour cacher la réalité. Mais personne n'est dupe. J'ai dit qu'il y a un projet politique qui a 2 éléments. L'épuration ethnique à l'est du Congo qui vise les Tutsis congolais. La déstabilisation, sinon le remplacement de la gouvernance au Rwanda. Tshisekedi l'a dit, Ndayishimiye l'a répété à Kinshasa. Vous avez cette collaboration avec les FDLR, qui ont quand même le couvert à Bujumbura. L'ancien des FDLR qui s'est exprimé à Unity Club a parlé des liens entre les FDLR et les forces armées burundaises. Que les FDLR vont former les militaires burundais. Cette formation passe aussi par l'idéologie. Alors, est-ce que Tshisekedi peut convaincre quelqu'un qui n'a pas les moyens de neutraliser les FDLR pendant qu'il a un officier FDLR à l'état-major à Kinshasa? Ce rapport vient nous répéter ce que nous savons déjà depuis longtemps. S'il y a des réunions conjointes, ça veut dire qu'on sait qui est présent, ça veut dire qu'on l'a contacté, ça veut dire qu'on sait où il est. Hein? On ne fait pas de réunions ensemble si on n'a pas communiqué. On ne fait pas de réunions ensemble si on n'a pas convenu du lieu qui nous arrange tous. S'il y a des livraisons d'armes, ces armes sont destinées à quelque chose. Ça veut dire que les FRDC, en tout cas au sommet de l'État, savent
qui sont les FDLR et où se trouvent les FDLR. Et donc, la question de leur neutralisation ou non dépend de la décision politique au niveau le plus haut de l'État. Parce que c'est Tshisekedi qui s'est engagé. Voilà. Mais alors, Tite, quelles seraient les conséquences directes pour Tshisekedi et Ndayishimiye s'ils venaient à accepter cette collaboration? Ils disent, comme ils acceptent leur collaboration entre les deux pays, entre Kinshasa et Gitega. Quelles seraient les conséquences s'ils venaient à accepter? Ils disent, oui, on collabore avec ce groupe. Non, ils n'ont plus à l'accepter. C'est attesté. Mais ils ne l'ont jamais fait publiquement. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont porteurs de ce projet. Et ce projet, il est macabre. Hein? Vous avez aujourd'hui des gens qui ont participé au génocide contre les Tutsis, qui continuent de tout faire pour le nier. Vous avez leurs héritiers qui bataillent pour minimiser ça, pour noyer, pour trouver un autre récit, pour inverser même les responsabilités. Tout ça pour ne pas dire je plaide coupable. J'avoue que j'ai fait ça et ça. Je porte la responsabilité de mes actes. Il faut beaucoup de courage pour ça et pour se libérer. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit Ndayishimiye, il faut écouter les discours de Ndayishimiye. Le Rwanda, son bouc émissaire, disons leur bouc émissaire, c'est le Rwanda qui est mal intentionné vis-à-vis du Burundi et pas l'inverse. Mais on nous dit que les FDLR vont entraîner les militaires de Ndayishimiye. Il ne va pas l'avouer. On nous dit que l'épuration ethnique dans le Minembwe, le gros des militaires, c'est des militaires burundais. Mais Ndayishimiye va essayer de justifier ça par une coopération bilatérale. C'est à la demande du Congo que nous sommes allés exterminer les Banyamulenge. Et donc, non, n'attendez pas que Tshisekedi fasse des aveux. La seule fois qu'on l'a vu dire, c'est quand il a dit qu'il demandait pardon au peuple congolais pour son moindre escarmouche et quoi. Et il a trouvé un bouc émissaire. Voilà. On m'a donné des fausses informations. Tout président qu'il est. Mais ces fausses informations ont chargé les armes qu'il y avait à Goma. C'est les fausses informations qui l'ont poussé à aller demander du renfort à la SADC. C'est les fausses informations qui ont légalisé les Wazalendo. C'est les fausses informations qui continuent à maintenir l'alliance avec les FDLR. Non, ça ne fait pas sérieux, comme disait Mobutu, et ça n'est pas crédible. Mais alors, Tite, en parlant de conséquences, mais quelles sont les conséquences et diplomatiques et juridiques devraient entraîner le fait que Kinshasa entretienne non seulement une collaboration avec ce groupe génocidaire, mais aussi livre des armes? Quelles conséquences, en bref, diplomatiques et juridiques? Diplomatiquement, ça mérite quand même que, je disais, les partenaires qui sont impliqués, directement ou indirectement, dans le processus de paix, en tirent les conséquences. Juridiquement, ça nécessite une enquête internationale qui soit indépendante et qui tire, qui montre un peu la chaîne de commandement, qui montre les responsabilités et qui propose des sanctions. Et donc, si on a une enquête internationale, c'est à quoi je ne crois pas une seconde, on ne l'aura pas, mais on réfléchit. Si on a ça, la phase qui suivrait, ce serait la phase judiciaire. Voilà. Mais alors, Tite, parallèlement, le rapport évoque également
les Wazalendo, accusés de pillage, de taxes illégales et de violence. Si je ne me trompe pas, vous allez nous dire plus, le terme Wazalendo signifie patriote. Oui. Est-ce que ces gens doivent-ils toujours être considérés comme des groupes d'autodéfense, des patriotes congolais? Non, mais le patriotisme est dévoyé en République démocratique du Congo. Tout le monde se fait, en tout cas, veut paraître comme patriote. On a instrumentalisé ces Wazalendo, on a voulu leur mettre des habits du drapeau national et en faire des patriotes. Je me souviens bien que le Conseil des ministres qui a légalisé les Wazalendo a lieu un 3 mars. Et le 6 mars, le ministre Muhindo Nzagi est à Goma où il fait une conférence de presse sur les Wazalendo. Il leur demande de quitter les forêts maintenant et d'opérer à visage découvert. Il dit qu'ils seront mis dans les mêmes conditions que les FRDC. Aussitôt après le ministre Muhindo Nzagi, le ministre Mouyaya est quand même un peu embarrassé. Non, s'agissant des Wazalendo, pour les intégrer au FRDC, on fera du cas par cas. Et voilà que le temps, voilà que les actes, voilà que les Wazalendo qui ont défié le président de la République à Uvira, quand il a nommé un général Munyamulenge, qui ont dit on n'en veut pas ici. Et Tshisekedi l'a rappelé pour montrer le rapport de force qu'il y a. Et aujourd'hui, ce rapport vient nous dire les Wazalendo n'ont rien, mais rien de patriotes. C'est des pillards, c'est des assassins, c'est des gens qui viennent détruire. Et donc, un citoyen qui porte les qualités des Wazalendo, moi, je n'en voudrais pas. Voilà. Mais alors, Tite, face à toutes ces accusations des Wazalendo, mais ils sont toujours reconnus par Kinshasa. Mais à part ces accusations, nous les avons aussi vus faire des combats avec les FRDC. Mais comment alors expliquer le fait qu'ils sont toujours reconnus par le gouvernement? Le rapport parle des règlements des comptes internes. On a assisté à ça plusieurs fois. On a dit et redit que les FARDC, c'était pas vraiment ça, c'est du désordre, c'est la cacophonie, c'est le manque de matériel, c'est le manque de rations, c'est de l'argent détourné et tout ça. Maintenant, les Wazalendo doivent recevoir de l'argent de Kinshasa. Les personnes reconnues, ce sont les généraux FRDC. Quand ils reçoivent l'argent, ils mettent ça en poche, ils ne distribuent pas. Et donc, comme c'est aussi un pays où on ne sait pas garder des secrets, quand les Wazalendo, chaque fois, apprenaient qu'il y a une somme X qui leur était destinée, ils allaient attaquer le général ou le colonel. Et voilà, ça se rentrait dedans. Ça a eu lieu plusieurs fois. Ça montre aussi qu'il n'y a pas... On ne va pas demander à ces gens d'avoir un esprit de corps. Ils n'ont pas de cause. Cette guerre, c'est une guerre pour exterminer les Tutsis, point barre. En tout cas, du côté FARDC, du côté FDLR, du côté Wazalendo. Et les Burundais avec, et les mercenaires avec. Et donc, quand j'ai lu qu'il y avait des règlements de compte internes, mais c'est un classique chez eux. Et on peut citer les lieux où ça s'est mal passé entre eux. Quand ils quittent Uvira à l'époque et qu'il n'y a qu'un seul bateau pour traverser et aller vers Bujumbura parce que le bateau de Kalemi était déjà parti, ils ont ouvert le feu. Il y a un colonel qu'on a tué parce qu'il avait gardé l'argent qui ne lui appartenait pas. Mais tout ça, ça montre
Que, un, il n'y a pas de cause, deux, c'est des brigands. Mais alors, comment expliquez-vous de la part de Kinshasa cette acceptation? Mais le gouvernement Tshisekedi, comment expliquer cette indifférence face à ces personnes? À commencer par le président lui-même. Hein. Le président s'est enfermé dans ce jusqu'au-boutisme de faire la guerre à tout prix et quel que soit le prix. Et donc, comme les FARDC étaient en incapacité de faire cette guerre que lui voulait, il avait les FDLR à portée de main, on a signé les alliances, il leur a fourni tout ce qu'on vient de dire, et puis les Muhindo Nzagi et Julien Paluku débarquent à Kinshasa, vont le convaincre pour lui dire, nous on tient les Wazalendo. Laissez-nous vous donner de la main d'œuvre. Et donc, allez, ils sautent sur l'occasion, on légalise les Wazalendo. Sur le terrain, ça paraît insuffisant. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui dit, mais moi je connais des mercenaires et je peux libérer l'argent. On a les mercenaires qui arrivent. Ça ne produit toujours pas de résultats escomptés. Le Burundi rentre en jeu. J'ai de la chair à canon, donnez-moi de l'argent. Allez. Et donc, voilà comment on arrive par l'obstination de Tshisekedi à avoir une coalition qui n'est pas maîtrisable, pour utiliser un terme qu'on entend de temps en temps du côté de Kinshasa. Hein? Vous êtes maîtrisable ou non maîtrisable? Une coalition où on retrouve des pillards, un militaire qui va au front et qui pille, ça me paraît incompatible. Et où ils viennent détruire, où ils viennent racketter, et d'autres, ce n'est un secret pour personne, se mettent carrément à devenir des commerçants. Et donc c'est comme ça qu'ils installent des lieux de péage. Ils instaurent leurs propres taxes. Voilà. Une armée qui est au front et qui se souvient qu'il faut mettre des douaniers. Voilà. Tout ça, c'est pour montrer que non seulement il n'y a pas de cause, mais il n'y a pas de morale, il n'y a pas de discipline. On peut continuer comme ça, les qualificatifs, et on n'en finira pas. C'est l'obsession d'un individu qui a les moyens de l'État, qui décide pour l'État, qui maintient une guerre dont il est convaincu qu'il ne pourra pas gagner. Ça, c'est le côté idéologique. Il faut casser du Tutsi. Il y a un côté pervers où on court après l'argent. Il y a de l'argent facile dans l'achat des armes, dans l'achat des équipements, où il y a des intermédiaires, où il y a toute la chaîne là. Et cet argent est décaissé en priorité, sans passer par les procédures classiques de décaissement de l'argent. Et on peut apposer un cachet confidentiel pour dire que c'est des fonds de souveraineté et donc qui échappent au contrôle de l'auditeur général. À Kinshasa, on l'appelle inspecteur général des finances. L'inspecteur général des finances est empêché d'accéder à ces dépenses parce qu'on va dire, quand on va acheter des armes, on ne peut pas dire à l'inspecteur, on a acheté tel type d'arme, tel type... Non, ça, c'est secret défense. Et donc, Tshisekedi a trouvé un créneau où, à la fois, il peut avoir beaucoup d'argent qui lui permet d'entretenir sa cour
et qui permet de continuer la guerre, mais aussi de lui donner cette illusion qu'il ne peut plus rendre compte de sa gouvernance étant donné que le pays est en guerre. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La révision de la Constitution montre que le pays est fracturé. Avec vos explications, une question qui vient directement et très concrètement pour essayer de continuer avec l'émission. Vous parlez de l'obsession d'un homme. Oui. Peut-on dire que cette obsession dont vous parlez, d'une seule personne, est-elle en train d'entraîner tout un pays dans l'abîme si ce pays n'est pas déjà? Je reprendrai volontiers la question qu'on avait posée à Mouyaya, à Kinshasa. Le président Tshisekedi avait dit jamais, mais il est hors de question de négocier ou de dialoguer avec les pantins M23. Jamais. Il a répété ça plusieurs fois, même dans un discours solennel devant le corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Il a répété ça sur les ondes de France 24. OK? Le président du Conseil de régulation des médias avait donné ordre aux médias de ne plus parler du M23. Voilà. Ça, c'est le contexte. Et donc, la question posée à Mouyaya, vous avez dit jamais. Vous nous avez interdit de parler de ces gens-là. La question était posée à Lingala. Masolo nini bozo beta na Doha. De quoi parlez-vous à Doha parce que vous avez coupé les ponts? Première question. Deuxième question. Après la prise de Goma, le même Mouyaya, très présent dans les médias, c'est son rôle. Monsieur le ministre, si vous aviez accepté en son temps, quand ils étaient encore à Bunagana, de dialoguer, ils n'allaient pas prendre Goma et Bukavu. Voilà. Donc, cette obsession-là, voilà où ça entraîne le pays. Il y a beaucoup de pertes en vies humaines, il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup de destructions, et nous en sommes à qualifier ces actes d'épuration ethnique. Et donc, voilà, oui, un seul homme qui est déjà embarqué idéologiquement dans cette haine qu'il alimente à coups de millions, dans cette guerre qu'il alimente à coups de millions. Il cherche, il a tenté d'embarquer la classe politique avec lui. Ça n'a pas marché. Tu te souviens de la période où il y avait comme un chantage sur les acteurs politiques. Pourquoi vous ne condamnez pas l'agression du Rwanda? Et moi, je me souviens d'une réponse mais très calme, très intelligente de Monseigneur Chollet, le porte-parole de la Senko, à qui, et qui dit, mais moi, je n'étais pas à Washington. C'est la délégation gouvernementale. Pourquoi ils n'ont pas inscrit dans l'accord de Washington agression rwandaise? Et pourquoi voulez-vous que moi j'en parle? Voilà. Ce genre de contradiction. Mais oui, c'est vrai, c'est l'obsession d'une personne, mais comme elle est à la tête de l'État, elle entraîne quasiment tout le pays. Tite, tout à l'heure, vous avez parlé de la MONUSCO. Oui. Le rapport a été rédigé par un groupe d'experts des Nations Unies. Oui. La MONUSCO, c'est une force onusienne. Oui. Mais elle est où dans toute l'histoire? Je veux dire, sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et par rapport à cette collaboration entre FRDC et FDLR, pourquoi n'intervient-elle pas? La MONUSCO, c'est... Comme on dit, la MONUSCO, c'est une autre histoire. La MONUSCO est compromise dans cette collaboration avec les FDLR. La MONUSCO est compromise
dans sa mission de protection des civils. La MONUSCO est compromise dans sa qualité de mission des Nations Unies, ça veut dire neutre. Et donc voilà, est-ce qu'on va dire qu'elle est absente? Non, la MONUSCO est toujours là. Elle avait même été réactivée, on se souvient, à Montreux. Il faudra que la MONUSCO intègre le groupe qui va évaluer le cessez-le-feu. On a vu son patron descendre à Goma, discuter avec les autorités de l'AFC M23. On l'a vu dernièrement au Conseil de sécurité en train de présenter son bilan et ce qu'il pensait de la crise à l'Est. Mais c'est vrai, quand vous allez à Goma, vous voyez des véhicules, quelques chars légers estampillés UN. Mais quand vous demandez que fait la MONUSCO, il n'y a personne qui sait ce que fait la MONUSCO, qui a déménagé beaucoup de son staff et son matériel vers Beni. Donc l'équipe qui est à Goma, c'est vraiment une petite équipe assez légère qui discute beaucoup plus politique avec ceux de l'AFC M23. Mais donc voilà, je retiens juste les compromissions de la MONUSCO dans la crise sécuritaire de l'Est du Congo. Oui. Alors, Tite, avec ce rapport des groupes d'experts des Nations Unies, est-ce que là, je ne sais pas si je pourrais l'appeler la maison mère des Nations Unies, cette institution, est-elle habilitée à prendre quelconque mesure par rapport à ce rapport rédigé par ces groupes d'experts? Les Nations Unies ont l'obligation de donner suite à un rapport comme celui-ci. C'est ce que je disais tantôt. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin quand les Nations Unies accusent ouvertement les forces régulières d'un pays d'être les premières à violer les droits humains, à violer le droit international. Quand les Nations Unies, qui ont qualifié les FDLR de groupe terroriste, qui savent très bien que les FDLR portent l'idéologie génocidaire, que l'objectif des FDLR et ses soutiens, c'est d'attaquer le Rwanda. Quand on voit dans un rapport des Nations Unies parler de Wazalendo qui pillent, qui violent, qui détruisent, les Nations Unies ont l'obligation de passer un cran au-dessus, d'envoyer, cette fois-ci, pas un groupe d'experts, parce qu'ils ont du matériel, une enquête indépendante, laquelle enquête devra aboutir à des poursuites judiciaires. Tite, si vous nous permettez, deux dernières questions. Nous avons les accords de Washington, parrainés par les États-Unis, qui évoquent la neutralisation des FDLR. Mais aujourd'hui, le Rwanda parle de partialité des Américains. Quelles sont les options qui restent quant à ces initiatives de paix et quelles sont les mesures concrètes pour résoudre cette situation? J'aurais bien aimé avoir une boule de cristal devant moi, mais je n'en ai pas. L'administration américaine a manqué à ses obligations. Parrainer un accord, l'accord de Washington, dans sa lettre et dans son esprit, qui dit la priorité, c'est la neutralisation des FDLR. Suivra graduellement la baisse des mesures défensives du Rwanda, qui, dans le discours, je
je parle des hautes autorités qui ont accès à toutes ces informations, commencent à dénaturer l'accord en mettant les manquements sur le Rwanda sans en apporter vraiment la preuve, en sanctionnant le Rwanda pour des mobiles très discutables et en fermant les yeux, mais complètement, sur les manquements de la République démocratique du Congo. C'est ça la partialité. On a dit cessez le feu. Kinshasa viole systématiquement le cessez-le-feu. On a dit neutralisation des FDLR. On vient d'avoir un rapport qui nous dit circuler. Hein? La collaboration n'a jamais été aussi intense. On a dit stop au discours de haine. Allez-y comprendre, il s'est fait photographier avec tous les haineux qui diffusent la haine en son nom. Et tout ça. Le parrain ferme les yeux sur les agissements et les manquements de Kinshasa. Ça doit interroger. Alors, dire qu'ils sont devenus biaisés, c'est à cause de ça. Et donc, que Kigali, légitimement, dise, nous voyons bien que le parrain a quitté le champ de l'impartialité pour prendre parti. Il y a des éléments objectivement vérifiables. Mais alors, quelles sont les options qui restent sur la table pour le Rwanda? C'est malheureux, mais je ne vois pas les Américains, par exemple, retirer les sanctions injustes contre le Rwanda. Non. Ce sera parce qu'il y a déjà ce biais-là et que Kigali est en droit de considérer d'avoir subi une injustice, en tout cas dans le traitement de la mise en application de l'accord de Washington. Le ministre Nduhungirehe corrige le journaliste de France 24 en lui disant, attention, c'est le Rwanda qui a proposé le retrait partiel des zones qu'ils ont bien citées. Donc, ça n'est pas la pression des Américains. Ça n'est pas la pression des sanctions. Non, dans la mise en œuvre de l'accord, c'est la proposition du Rwanda. Vous voyez même que les journalistes sont aussi biaisés. Mais le ministre l'a recadré, comme on dit. Donc, moi, je dis, les États-Unis ne retireront pas les sanctions injustes. Les États-Unis, on n'est plus au niveau de remontrance. Ce n'est pas des messages qu'il faut passer à Kinshasa pour dire vous exagérez, vous n'avez pas respecté, si, attention. Non, il y a des actes qu'il faut poser. Mais même si on en arrivait à l'option sanction, moi je ne suis pas adepte des sanctions. Parce que ça crispe encore la situation plutôt que de la détendre. Je pense, par contre, que les Américains ont raté une belle occasion de peser diplomatiquement sur la mise en application de l'accord. De dire,
mais de manière assez ferme à Tshisekedi, vous avez les moyens de neutraliser les FDLR. Ça, c'est un. Il se pourrait que vous n'en ayez pas assez. Il y a la MONUSCO qui traîne là-bas, qui tourne en rond. Nous allons renforcer la MONUSCO pour qu'elle vous aide, juste sur la mission neutralisation des FDLR. Parce que vous savez où ils sont, parce que vous savez qui ils sont et où ils habitent. Les Américains avaient les moyens de dire à Tshisekedi, nous connaissons tout le circuit par lequel est alimenté le discours de haine. Vous avez le bouchon, nous vous prions de le fermer. Les Américains avaient les moyens d'imposer le cessez-le-feu. Les Américains avaient les moyens d'exiger la libération des prisonniers politiques. Après la signature presque concomitante, Doha, Washington, comment se fait-il qu'on a reculé plutôt que d'avancer? Parce que, manifestement, Kinshasa a perçu qu'il y avait un biais qui lui était favorable. Et donc, ils se sont dit, ce n'est pas la peine de courir pour appliquer l'accord. Parce que, après, on a vu des propos, des attitudes de la part des Américains qui ont commencé à glisser, qui n'étaient plus dans l'esprit et la lettre à la fois de Doha et de Washington. Si on est allé à Montreux, c'est parce que on a ramé dans la mise en application de ce qui a été convenu depuis Doha. Donc, vous amenez les gens à Montreux, il y a quand même une délégation américaine. Boulos sort de Montreux, il est très enthousiaste. Cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, c'est la bonne occasion. Mais vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, on a vu ce qu'on a vu. Tite, en tout cas, merci beaucoup pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Et à remercie. très bientôt, nous espérons. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.